Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais de la présidence de la République. Il a été dressé le bilan des manifestations contre la CIE. Le conseil s'est aussi penché sur la menace de la maladie à virus Zika et sur bien d'autres sujets encore. Nous en parlerons en tout début de journal. C'est demain jeudi que s'ouvre à Yamoussoukro la 5e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Dans ce journal, nous nous rendrons dans la capitale politique ivoirienne pour prendre le pouls du trafic transfrontalier. L'opposant historique fait son grand retour en RDC après 2 ans d'absence. Parti tôt ce matin de Bruxelles, l'avion d'Étienne Tshisekedi s'est posé comme prévu aux alentours de 14 h heure locale à l'aéroport de Kinshasa. C'était la liesse parmi ses partisans qui ont suivi son cortège jusqu'au siège de l'UDPS. Voilà pour le sommaire. Nous sommes mercredi 27 juillet. Bonsoir et bienvenue sur notre antenne. Direction le palais présidentiel où s'est tenu aujourd'hui un conseil des ministres au cours duquel le bilan des manifestations contre la CIE a été dressé. Elles ont fait 1 mort, 12 blessés, plusieurs interpellations. Également, lors de ce conseil, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a été nommé pour 1 an ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Les précisions de Viviane Haïm. Après les violentes manifestations contre les factures de la compagnie ivoirienne d'électricité à Bouaké et dans d'autres villes de l'intérieur du pays, le Conseil des ministres, sous la présidence du chef de l'État, a dressé un bilan des préjudices et a pris des dispositions pour assurer le retour de l'ordre public dans ces différentes localités. Ces manifestations ont visé, dans la plupart des localités qui ont été touchées, les locaux des directions régionales de la CIE qui ont été saccagés, pillés dans certains cas, voire même incendiés, et dans d'autres cas des bâtiments administratifs, en particulier à Bouaké. Le bilan à ce jour fait malheureusement état de morts, de 3 militaires et 9 manifestants blessés. Et il faut indiquer qu'il y a eu 42 interpellations à la suite de ces événements. Et ce chiffre, à ce stade, n'est que provisoire puisque les enquêtes se poursuivent pour évaluer complètement le préjudice subi par les uns et les autres et surtout évaluer les responsabilités. Toutes les personnes concernées pourraient effectivement être poursuivies à partir du moment où les faits sont établis, qu'elles ont participé effectivement aux actes de pillage, d'incendie. Des dispositions importantes ont été prises pour la sécurisation des sites et des villes. À Bouaké, seulement 1137 éléments, tous corps confondus, ont été mobilisés. Et pour l'ensemble des autres villes où il y avait des menaces, il a été mobilisé au total 6671 éléments équipés de matériel de maintien de l'ordre. Il est également prévu éventuellement le renforcement de la présence des forces de l'ordre sur tous les sites qui pourraient encore continuer d'être menacés. S'agissant des édifices publics, les évaluations sont en cours pour apprécier complètement les dégâts et le niveau des réparations effectuées, mais des instructions ont été données par le chef de l'État aux ministres concernés pour procéder le plus rapidement possible à la réhabilitation des édifices endommagés. Ce sont des ressources qui étaient prévues pour d'autres types de dépenses ou d'investissements qui malheureusement sont utilisées pour refaire des choses qui avaient déjà été faites. Donc c'est au détriment de tout le monde, c'est au détriment de la société. Et c'est pour cela que ce type de fait, malheureusement, ne peut pas rester impuni. À 1 an désormais des Jeux de la francophonie devant se tenir du 21 au 30 juillet 2017 en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le constat que les préparatifs ont accusé du retard. Le gouverneur Begré-Mambé vient donc d'être désigné pour centraliser toutes les actions en vue de l'organisation. Compte tenu des délais et pour garantir une meilleure coordination et faire en sorte que ces Jeux se tiennent à bonne date, le président de la République a décidé de nommer le gouverneur Begré-Mambé ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. Il aura l'unique et l'entière responsabilité des Jeux. Il présidera le comité ministériel déjà mis en place et rendra compte au Premier ministre et au chef de l'État.
La Côte d'Ivoire confrontée à une nouvelle menace épidémiologique. Si les Ivoiriens ont échappé à la maladie d'Ebola grâce à l'effort de l'ensemble du gouvernement, avec en tête le président de la République Alassane Ouattara, c'est à présent l'épidémie de la maladie à virus Zika qui menace. Depuis octobre 2015, une épidémie de cette maladie avec une forte incidence négative sur les femmes enceintes qui peut aller jusqu'à la naissance de nouveau-nés avec des microcéphalies, sévit en Amérique latine et notamment au Brésil où le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes. L'épidémie a atteint le Cap-Vert, donc menaçant ici directement les pays de la sous-région, dont le nôtre. Face à cette situation, un plan de préparation des ripostes de la Côte d'Ivoire a été élaboré. Dans ce plan, il y a notamment un plan de démoustication donc prévu pour le district autonome d'Abidjan, pour le port de San Pedro, parce que ce virus rentre principalement avec les voyageurs ou par les voyageurs, et les échanges commerciaux. Dans le cadre du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, un conseil des ministres conjoint se tiendra ce jeudi 28 juillet à Yamoussoukro, avant la rencontre au sommet des deux chefs d'État Alassane Ouattara et Roch Christian Kaboré prévue le vendredi 29 juillet. Ce 5e sommet va enregistrer la signature de 11 accords de coopération couvrant différents domaines. Et Viviane Aïmé en parlait à l'instant. Le 5e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé s'ouvre officiellement demain, jeudi 28 juillet, à Yamoussoukro. C'est dans ce cadre que le Premier ministre burkinabé est arrivé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. Abou Sanogo, depuis Yamoussoukro. Yamoussoukro accueille dans quelques heures la 5e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Une rencontre qui intervient 2 années après la tenue de la 4e conférence. Aéroport international de Yamoussoukro. Il était 17h40 quand l'avion Air Burkina transportant le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba s'est posé sur le tarmac. Accueilli par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre burkinabé a qualifié la 5e conférence au sommet du TAC de rencontre entre frères. Et il se réjouit de l'excellence des relations entre les deux pays. Je n'ai pas été surpris par la chaleur de l'accueil qu'on va réserver, vraiment qui confirme, si elle en a encore besoin, la qualité exceptionnelle des liens d'amitié qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, des liens qui, comme vous le savez, tirent leur source de l'histoire, de la géographie et qui nous oblige à vivre ensemble. La communauté burkinabé de Yamoussoukro était à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre burkinabé. Et on reste à Yamoussoukro où les communautés burkinabées et ivoiriennes se mobilisent pour accueillir ce sommet. Les burkinabés vivant dans la capitale politique ivoirienne, eux, se disent heureux. Ils l'ont exprimé au micro de nos reporters Mahama Traoré et Abou Sanogo. Ce pagne à l'effigie du président de la République du Burkina Faso, Roch Christian Kaboré, est une trouvaille de l'Union des chefs et notables burkinabés en Côte d'Ivoire qui entend ainsi réserver un accueil mémorable à leur président à l'occasion de sa première visite en terre ivoirienne. Tous les chefs du district autonome d'Abidjan seront convoyés à Yamoussoukro. Et il n'y aura pas que les chefs seulement. Nous avons d'autres personnes qui feront partie du convoi et nous serons massivement représentés à Yamoussoukro. La chefferie burkinabé en appelle à la mobilisation de tous. Nous profitons pour appeler nos parents à une mobilisation, à une grande mobilisation en vue de recevoir le président du Faso, qui est le président de tous. Il ne vient pas au nom d'un parti, il vient au nom de toute la population burkinabé. Et la communauté burkinabé de Côte d'Ivoire souhaiterait que les gens sortent massivement, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, pour lui réserver un accueil chaleureux. Si l'occasion lui était offerte de rencontrer le président Roch Christian Kaboré, l'Union des chefs et notables burkinabés entend lui faire part des préoccupations de leurs concitoyens vivant en Côte d'Ivoire. Et il s'agit notamment des difficultés liées à la confection des cartes consulaires et la méconnaissance de la loi ivoirienne relative au foncier rural.
Et lors de ce 5e TAC, plusieurs dossiers seront traités, notamment la libre circulation des personnes et des biens et le trafic transfrontalier. Voyons ensemble comment se porte le secteur des transports terrestres de personnes entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mahama Traoré, son reportage est commenté pour vous par Alvorassa. Yamoussoukro, capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Le nombre élevé de ressortissants burkinabés dans cette cité et sa banlieue, ajouté à sa position géographique, font d'elle une place stratégique pour les compagnies de transport routier de Burkina Faso desservant la Côte d'Ivoire. Pour preuve, 4 compagnies de transport du Faso exercent à la gare routière de Yamoussoukro. Mais en cette période de vacances, ce n'est pas la grande affluence. Ici, le voyage s'effectue en saison. Actuellement, comme c'est la saison pluvieuse, nous n'avons pas assez de passagers. Donc, vers la traite, au moment où le cacao sort, nous avons plus de passagers. Quelle que soit la saison, certaines compagnies posent des conditions strictes aux voyageurs avant de les embarquer. Il y va, selon elles, du bon déroulement du voyage. On ne prend jamais un passager dans le car sans pièces. Tous les passagers qui montent dans le car ont toutes leurs pièces, soit un passeport ou bien une pièce d'identité. D'autres responsables de compagnies ont avoué ne pas observer de telles exigences. Question d'assurer leur chiffre d'affaires. Ce, au risque pour leur cas de subir de nombreux désagréments lors du trajet. Le problème des pièces d'identité est très complexe. Parce que vous avez une vague de gens qui sont arrivés là, au moment où on ne demande pas de pièces. Et il y a ceux qui sont nés aussi ici, dans des campements mais sans état civil. Cette situation favorise des phénomènes tels le trafic illicite, la traite transfrontalière des enfants. Pour y mettre fin, Maxime Yabré en appelle à une franche collaboration des transporteurs. Nous sommes dans une situation actuelle où la sécurité, la sous-zone est primordiale. Il faudrait que quand vous transportez quelqu'un, vous ayez son identité. Je crois que c'est la meilleure façon d'éradiquer le phénomène. Du côté ivoirien, comme burkinabé, la volonté politique est déjà palpable. L'on note ainsi l'existence d'un accord de coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants et d'un protocole portant création du comité conjoint de suivi de la fluidité routière et de la libre circulation des personnes et des biens. Tous ces mécanismes seront revus par les gouvernements des deux pays à la faveur du 5e sommet du traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre ce vendredi à Yamoussoukro. Le traité d'amitié et de coopération qui s'ouvre donc vendredi à Yamoussoukro est salué par les deux communautés. Les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire voient en ce traité la consolidation des relations entre les deux pays, mais ils ont tout de même des attentes. Quelles sont-elles? Éléments de réponse dans ce reportage signé Eugène Atoubé. Au lendemain de l'ouverture à Yamoussoukro du 5e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les populations de la cité du Bélier meublent comme tous les jours leur quotidien. Ici au quartier du Labougou, la communauté burkinabé est rassemblée. Hommes et femmes, en ce mardi, expriment leur solidarité à un des leurs frappés par le malheur. Pour autant, la tenue du TAC à Yamoussoukro, l'événement majeur durant toute cette semaine, reste pour eux évocatrice d'espoir et d'attentes légitimes. Moi, je souhaite que le président Burkina, Côte d'Ivoire, ensemble, nous aussi qui sommes ici, là, on va vite en paix. Il va y avoir une sorte de pont entre les deux pays. Les échanges dans le commerce, ça va se faire très bien. La libre circulation, tant prônée par les chefs d'État, va se concrétiser. Ensemble, donc la Côte d'Ivoire et Burkina, il n'y a pas de différence. Nous tous, on a la même chose. Tu es en Côte d'Ivoire, c'est comme tu es au Burkina. Tu es au Burkina, c'est comme tu es en Côte d'Ivoire. Pour l'accueil des hautes autorités du Burkina Faso, les illustres hôtes de la Côte d'Ivoire, attendus dans la capitale politique, la communauté burkinabé est mise à contribution. Au nom de la solidarité et de la fraternité entre burkinabés et ivoiriens, l'équipe du district autonome de Yamoussoukro et celle du consulat de Burkina affinent les préparatifs de l'accueil. Le traité d'amitié et de coopération entre les deux pays, une affaire commune mais aussi une histoire d'amour qui va au-delà du cadre politique pour servir la cause des peuples ivoiriens et burkinabés.
La Côte d'Ivoire et le Burkina sont deux pays frères condamnés à vivre ensemble. Il n'y a pas de raison que des histoires ou des affaires politiques arrivent à diviser les deux peuples. Je pense qu'il serait quand même bon que le gouvernement pense aux Burkinabés résidant en Côte d'Ivoire sur les logements sociaux pour que l'intégration puisse être vraiment totale. Je crois que tous se sont imbriqués. Hein. Il n'y a plus de Burkinabés, il n'y a plus d'Ivoiriens. Tout le monde fonde un peuple ici en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, Burkinabés et Ivoiriens constituent une communauté qui fait du vivre ensemble une valeur et de l'intégration, l'illustration des liens multiséculaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Deux États dont les populations attendent de ce 5e traité d'amitié et de coopération la normalisation totale des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Passé la parenthèse de turbulence qui a ajouté l'excellence des relations entre ces deux pays frères. Voilà pour le chapitre TAC, 5e conférence du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu hier mardi, vous le voyez en image, le directeur général du Fonds saoudien pour le développement, Youssef Al-Bassam, a indiqué lors de cet entretien que le fonds va soutenir financièrement plusieurs projets en Côte d'Ivoire dont le financement total s'élève à plusieurs milliards de francs CFA. Et rien que pour l'hydraulique villageoise, le Fonds saoudien pour le développement entend débloquer plus de 12 milliards de francs CFA. La signature d'accords de prêts et de dons entre l'État ivoirien et le fonds a eu lieu hier également. Le témoignage de Noël Niagno. Une double signature d'accord pour l'eau depuis le 20e étage de l'immeuble Siam. Et bonjour à la réalisation d'infrastructures pour l'alimentation en eau potable depuis le fleuve de la Komoué, de la ville de la Bangourou et ses environs. Bénéficiaires, environ 153 000 habitants. Dans les zones rurales seront forées 200 pompes. Motivation de cet appui du Fonds saoudien pour le développement. L'eau, source de vie, est une priorité pour le pays en développement, dixit le directeur général de l'institution financière. Montant total du financement comprenant un prêt et un don, 12 296 000 francs CFA. 8 715 millions sous forme de prêts pour une durée de 25 ans assortie d'un délai de grâce de 5 ans avec un taux de 2% sont affectés à l'alimentation en eau potable de la ville d'Abangourou et ses environs. Le don de 3 581 millions de francs CFA est, lui, consacré à la construction de 190 pompes à motricité humaine et 10 à motricité solaire dans les localités rurales. Ces nouveaux appuis à l'État de Côte d'Ivoire portent à 43 milliards la contribution du Fonds saoudien. Les domaines d'intervention sont les routes, l'autoroute Sengrobo-Yamsokro, l'O2, l'aménagement et le bitumage de la route Bouna-Doropo frontière Burkina Faso, la construction et l'équipement des établissements d'enseignement technique. La Côte d'Ivoire abrite pour la deuxième fois le tirage de la tombola des pays membres du Conseil et de l'Entente. Le dernier tirage remonte à 2011. Cette 22e édition du tirage de la tombola en Côte d'Ivoire a des retombées. Le village de Garongo à Boisflé dans la région de la Maraoué va bénéficier d'un centre de santé intégré. Les détails avec Justine Seydjike. L'intégration et la coopération ainsi que la lutte contre la pauvreté, leitmotiv des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. En effet, la Côte d'Ivoire, pays hôte du 22e tirage de la tombola tranche commune Entente TCE, bénéficie d'un centre de santé intégré comprenant une maternité entièrement construite par la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire, pour un montant total de 150 millions de francs CFA. La TCE est un ticket à grattage mis en vente une fois dans l'année à la même période à la fois au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, au Togo et en Côte d'Ivoire. Le gros lot dont le tirage est prévu le 29 juillet prochain à Abidjan est de 10 millions de francs CFA. Pour la présente édition, en plus du jeu qui sera organisé, d'importants lots de matériel seront remis à certaines structures sanitaires de notre pays. Je voudrais saluer cette belle initiative de la loterie nationale, de notre espace communautaire, et les encourager à œuvrer davantage à la promotion socio-économique et la lutte contre la pauvreté. Si les dirigeants des sociétés de loterie que nous sommes accordons le plus grand intérêt à la TCE,
C'est parce qu'elle nous permet, au-delà des considérations commerciales, de donner chaque année un sens réel à la solidarité et au partage entre Africains, conformément à l'idéal d'intégration prôné par nos chefs d'État. La tombola tranche commune entente a été créée le 31 juillet 1970 à Niamey, au Niger, par les chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente. Ce sont les vacances scolaires. Les élèves et étudiants s'occupent comme ils peuvent. Plusieurs d'entre eux, en tout cas, font de petits métiers ou mènent des activités génératrices de revenus. Mais pour quelles raisons? Pour le savoir, suivons ensemble ce reportage signé Aurélia Drokula et Grace Kando. Sarah vient d'être admise au BEPC. Cette année, pour les vacances scolaires, elle ne veut pas se tourner les pouces dans ce marché chinois dans la commune d'Adjamé. Elle aide à la vente de chaussures. Pendant les vacances, je viens voir les mamans à Adjamé ici. Jusqu'à la rentrée, on ne peut pas 150 000, souvent même 200 000 souvent aussi. Pendant la rentrée, je prends pour payer mes fournitures, pour soutenir mes besoins aussi. Les élèves qui s'adonnent aux activités lucratives pendant les vacances ont une idée. Donner un coup de pouce aux parents pour l'achat de fournitures scolaires notamment. Fanta, étudiante, est aussi à la tâche pendant ses vacances. Comme je suis en vacances, je viens me débrouiller ici pour que je puisse avoir l'argent de ma scolarité, mes fournitures, puis mon argent de poche aussi. Subvenir à ses besoins sans rien attendre des parents est l'autre raison qui pousse les élèves à exercer des petits métiers de vacances. J'ai passé le bac et attends le résultat. Mais pour ne pas rester à la maison dépendre des parents, je suis venue au marché pour me débrouiller. Avec l'argent que je gagne, je peux subvenir à mes petits besoins. Pourquoi j'achète ma pommade, pour me tresser, les petites choses qu'une jeune fille peut avoir besoin. Par semaine, je peux gagner 15 000, 20 000. Ça me permet d'acheter les fournitures. Je paie mes chaussures, je me tresse avec. Fabrication d'atiéké, coiffure et cirage de chaussures sont autant d'activités menées par les élèves et étudiants pendant les vacances. Je fais un checking et je taille. Je fais, quand je finis de taper, que ça sort, je prends et puis je mets ça dans les vents. Quand je mets ça dans les vents, je vois que c'est sec, je lève maintenant, je prends l'autre et puis je renverse ça dedans. Du lundi au samedi, ça me fait 6 000. Donc c'est comme ça que se passe mon travail. Donc c'est dans ça que je fais un peu d'abord pour me débrouiller. Il n'est pas que aussi mes parents ils dépensent trop sur moi. Des initiatives encouragées par les parents d'élèves. Selon eux, ce type d'action leur permet de se familiariser à la culture entrepreneuriale. J'ai une fille qui est en seconde. Elle travaille en tant qu'assistante dans un restaurant. Ça lui rapporte un petit gain, mais pour moi, ce qui me satisfait, c'est que c'est l'esprit de gestion, la meilleure gestion, comment elle s'organise. Elle apprend à s'organiser. C'est ça qui me plaît dans ce schéma. Elle s'investit dans l'achat de ses fournitures à la rentrée, mais nous, on prend la grande partie. C'est une manière de l'encourager. J'ai ma fille en classe de 5e. Elle vend les gâteaux qu'on appelle les cocos d'or. Et vraiment, à la rentrée, ça l'aide beaucoup. Parce que cet argent-là, j'utilise pour payer certains cahiers. Élèves, étudiants, même en vacances, pas de repos. Après les études, le travail continue donc et les vacances sont une période propice pour réaliser de bons chiffres d'affaires en vue de venir en aide aux parents à la rentrée scolaire. Si les élèves sont en vacances, la police, elle, est loin de l'être. La charge de travail devient même plus grande avec l'opération Vacances sécurisées qui démarre maintenant, tout juste après l'opération Épervier. Le directeur général adjoint de la police nationale explique les enjeux de cette nouvelle opération. Serge Coléa, reportage. 3000 éléments des forces de l'ordre déployés, 216 véhicules mobilisés, 11 539 personnes interpellées, parmi elles 250 dont 10 mineurs déférés, 116 fumoirs détruits, environ 3 tonnes de cannabis ainsi que des armes à feu saisies. C'est le bilan chiffré de l'opération Épervier initiée par la police nationale du 16 mai au 25 juillet en vue de combattre la montée en puissance de la délinquance avec notamment le phénomène des enfants agresseurs appelé microbes. Après l'Épervier, place à l'opération Vacances sécurisées. Nous voici au seuil des grandes vacances. Il était donc important pour la police nationale, sur instruction du directeur général de la police nationale, de réarticuler le dispositif sécuritaire
et l'adapter au contexte actuel des grandes vacances. Nous aurons 2 missions essentielles. La lutte contre le grand banditisme et la lutte contre les incivilités sous toutes ses formes. Les Baka qui traversent les ponts de la zone sud à la zone nord, les marchés qui sont installés sur la voie publique, les excès de vitesse, le non-respect des codes de la route, etc., etc. L'opération Vacances sécurisées vise à assurer aux populations des moments de tranquillité, leur permettre de se réapproprier leur quartier et disposer librement de l'espace public. Le CCDO, la BAE, la CRS, la police criminelle, la brigade mondaine, l'URC et toutes les équipes sont prêtes à veiller au respect des consignes de la Direction générale de la police nationale. 5 enfants de nationalité togolaise ont pu regagner leur pays après avoir bénéficié de l'assistance de la première dame Dominique Ouattara. Engagée dans la lutte contre le trafic des enfants, la première dame de Côte d'Ivoire a fait remettre à leurs parents ces enfants qui ont été interceptés le mois dernier au poste frontière de Noé. 21 juin 2016, 5 enfants en provenance du Togo interceptés au poste frontière de Noé. Ces enfants de 6 à 16 ans étaient convoyés sur Abidjan pour des travaux divers. Ils viennent de regagner leur pays d'origine après un séjour d'1 mois en Côte d'Ivoire. 30 jours durant, ils ont bénéficié de l'assistance de la première dame Dominique Ouattara. Euphrasie Yao, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant, présente à l'aéroport, a tenu au nom de Dominique Ouattara à témoigner l'affection et le réconfort de l'État ivoirien. Nous nous sommes assurés de leur présence sur le territoire ivoirien. Nous avons donné des recommandations, des instructions à nos collaborateurs pour qu'on puisse prendre soin de ces enfants que nous qualifions d'innocents parce qu'ils ne sont pas en âge de travailler. En Côte d'Ivoire, la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans. Et donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire qu'on prenne soin de ces enfants, ensuite qu'on puisse les raccompagner chez eux, parce qu'un enfant n'est mieux que dans sa famille. En accord avec le cabinet de la première dame, un représentant de la direction de la protection de l'enfant a été mandaté pour accompagner les enfants à Lomé pour poursuivre le reste de la procédure et s'assurer que les enfants ont été remis à leurs parents biologiques. L'opération a été possible grâce au cabinet de la première dame, au ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant et de l'ambassade du Togo en Côte d'Ivoire. C'était un reportage d'Astou Touré. Direction la République démocratique du Congo. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi est rentré aujourd'hui à Kinshasa après 2 années passées en Belgique pour des soins. Il a été accueilli par ses partisans venus en grand nombre à l'aéroport. L'opposant Étienne Tshisekedi de retour au bercail. Victime de malaise qui l'a éloigné durant 2 ans de son Congo natal, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, son parti, ne l'ont pas pour autant oublié. La preuve, ils étaient quelques 100 000 personnes à l'accueillir, transformant du coup ce retour en un grand meeting de l'opposition. Des responsables du rassemblement, une plateforme de l'opposition nouvellement créée en Belgique, attendaient au bas de la passerelle. Et les militants disent tous espérer que ce retour amène un dialogue inclusif sous l'égide des Nations Unies. Âgé de 83 ans, Étienne Tshisekedi est encore populaire à Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Son retour maintes fois annoncé intervient dans un climat politique très tendu lié aux incertitudes entourant la prochaine présidentielle en RDC. L'opposition soupçonnant le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du 20 décembre, date de la fin de son mandat. Le commentaire de Kader Ouattara dit pour vous par Thomas Guessambi. Au moins 44 personnes sont mortes et 170 ont été blessées dans 2 attentats ayant visé les forces kurdes dans un secteur de la ville syrienne de Kamishli, non loin de la frontière turque. Le bilan risque encore de s'alourdir selon des médias locaux. Cet attentat a fait des dégâts très importants et des corps sont ensevelis sous les décombres. L'attentat aurait été mené par un kamikaze qui s'est fait exploser à bord d'un gros camion
près d'un point de contrôle proche des administrations de la zone autonome kurde dans la ville, dans l'organisme chargé des affaires de défense. Sport football pour terminer. La SEC Mimosa a reçu ce mercredi au stade Robert Champrot d'Abidjan-Marcory le Zesco United de Zambie pour le compte de la 4e journée dans la poule A de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Score final, 1 but partout. Lors de la manche allée disputée le 16 juillet à Ndola, les Mimosas s'étaient inclinés lourdement par 1-3 face aux représentants zambiens. Le match retour était donc une occasion pour les Mimos de se racheter en vue de se remettre en course pour l'une des 2 places qualificatives du groupe pour les demi-finales. Un match nul aux allures de défaite pour l'ASEC Mimosa face à Zesco United. Et pourtant, ce sont les Mimos qui s'offrent les meilleures occasions. Les Zambiens n'auront qu'une seule tentative nette en première période. Même scénario à la reprise pour l'ASEC qui ouvre le score à la 75e minute par Kone Nabi. Une joie très vite gâchée avec l'égalisation de Jackson moins de 5 minutes plus tard. 3e du groupe A, l'ASEC n'a plus le choix. Les Jaunes Noirs devront remporter leurs 2 derniers matchs face à Al Ahly d'Égypte et au WAC afin de poursuivre l'aventure. C'était un reportage de nos confrères de RTI Sport. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à notre antenne.